Alors, on va voir tout de suite l'IRM du rachis-lombaire pour le rhumatologue. Et l'objectif de cette présentation, ça va être d'abord de connaître les différents protocoles d'exploration adaptés à chaque pathologie. Ensuite, connaître les indications d'IRM lombaire selon le contexte et savoir maîtriser la sémiologie des principales étiologies des lombalgies qui restent de loin le mode d'entrée le plus fréquent pour la demande d'examen IRM. Alors, pour le protocole d'exploration, on va toujours avoir besoin d'utiliser deux plans d'exploration. On commence toujours par le plan sagittal, sur lequel on va déjà localiser les différentes anomalies qu'on a et éventuellement faire par la suite un plan axial qui va être centré justement sur cette anomalie. Le plan coronal est rarement utilisé. C'est essentiellement quand on doute sur l'existence de troubles statiques déjà sur la coupe sagittale, notamment dans la scoliose ou également dans les spondylodicites infectieuses où l'on a besoin justement de suivre et de voir l'extension en hauteur des différentes collections paravertébrales. Alors les séquences de base à utiliser en cas d'exploration du rachis lombaire sont représentées par les séquences T1. C'est des séquences essentiellement morphologiques, donc ils vont nous donner une idée sur la structure des différentes structures ostéoligamentaires. Alors ensuite, on a les séquences T2 qui sont les séquences les plus sensibles pour détecter les différents processus pathologiques qui vont toucher le rachis lombaire, quelle qu'en soit la nature. Ensuite, on va la sensibiliser encore plus par la saturation de signal de graisse. C'est ce que l'on appelle les séquences T2 STIR avec saturation de signal de graisse, justement pour mettre en évidence plus l'œdème qui va accompagner tous les processus, qu'ils soient dégénératifs, infectieux, inflammatoires ou tumoraux. Et enfin, on pourra avoir éventuellement besoin de coupes qui sont en séquence pondérée T1 avec saturation de signal de graisse pour justement se débarrasser de l'hypersignal de la graisse pour pouvoir sur les séquences d'injection voir ce qui rehausse son signal. Il peut s'agir de processus inflammatoires, infectieux ou encore néoplasiques. Alors on préfère toujours utiliser des coupes qui sont jointifs plutôt que des paquets de coupes sur les différents étages discaux. Ça nous permet d'étudier le disque tout au long de sa hauteur, essentiellement dans les hernies migrées. Et ça va être des coupes fines de 2 à 5 mm d'épaisseur. Et généralement, cette acquisition va se faire depuis la première vertèbre lombaire à la première vertèbre sacrée. Et en pratique, ce qu'on retrouve, donc on a les coupes sagittales T1, sur lesquelles on va voir le liquide céphalorachidien en hyposignal, et puis les coupes sagittales T2 où l'on a le liquide en hypersignal. Donc c'est le signal du liquide céphalorachidien qui va nous permettre de différencier nos séquences. Et après, on va voir justement la graisse sous-cutanée. Cette graisse sous-cutanée va être en hypersignal sur les deux séquences, que ce soit les T1 ou les T2. Et donc, on a les séquences de saturation de signal de graisse qui nous permettent justement d'enlever le signal de graisse pour pouvoir mettre plus en évidence les rehaussements des différents processus. Et donc ici, le LCS est en hypersignal, donc on est en séquence T2 avec saturation de signal de graisse. Alors ensuite, on va mettre nos coupes axiales, un paquet donc qui va prendre toute la zone pathologique. Et les coupes vont passer soit au niveau des pédicules, et donc on a ici une coupe axiale en séquence T2, le liquide étant en hypersignal avec les différentes racines dedans, qui passent par les pédicules de la vertèbre qui nous permettent de voir justement les mensurations canalaires. Et ensuite, on a la deuxième coupe qui passe au niveau du disque intervertébral, donc qui nous permet de voir le défilé disco-articulaire où passe justement la racine qui a le même nom que la vertèbre qu'on voit, c'est-à-dire si c'est une L3, ça va être la racine L3, et là les émergences des racines L4, le massif articulaire, les lames intervertébrales et les apophyses épineuses. Et donc la radioanatomie normale, on l'a déjà vu, et puis vous avez ici donc sur les séquences, donc vous voyez que le disque est riche en liquide, donc on va l'analyser plutôt sur des séquences T2 et non pas sur des séquences T1, et donc on a l'hyperhydratation du disque qui paraît en hypersignal T2. Par contre, et là vous avez des coupes sagittales, des coupes qui sont parasagittales jusqu'à ce que l'on soit au niveau des foramens. Et donc là, vous avez les différentes racines qui passent dans le liquide céphalorachidien, et là, vous avez le foramen intervertébral avec la racine qui occupe généralement le tiers supérieur, le massif articulaire et les corps vertébraux. Bien sûr, la portion mobile qui est le disque intervertébral.
Alors sur cette coupe axiale, vous avez donc votre disque toujours avec le défilé, on a déjà vu ça. Et puis sur les coupes sagittales T1, alors vous analysez beaucoup mieux la structure osseuse. Donc on est capable de voir la moelle osseuse qui est riche en graisse, qui est en hypersignal toujours par rapport au disque. C'est important de voir le signal de la moelle par rapport au disque. Une chute de signal de la moelle par rapport au disque signe l'existence d'un syndrome de remplacement médulaire par de l'inflammation, de la tumeur, de l'infection. Alors ensuite, nous avons également le massif articulaire qu'on peut voir sur les coupes parasagittales avec les surfaces articulaires inférieures de la vertèbre sous-jacente et supérieures de la vertèbre et puis le trou vertébral. Alors ensuite, on passe maintenant aux principaux items qu'on va retrouver sur une interprétation d'IRM. Généralement, on a l'inflammation et l'œdème. Et donc, comme on avait vu que c'est les séquences T2 qui mettent en évidence l'inflammation, ça va être toujours en hypersignal T2 qui va persister sur les séquences de saturation de signal de la graisse parce que c'est du liquide, et puis en hyposignal T1. Et généralement, cette inflammation va se rehausser quelle que soit sa nature, qu'elle soit inflammatoire, infectieuse ou tumorale. Donc, le signal en lui-même n'est pas du tout spécifique. Alors ensuite, les remaniements graisseux que l'on va reconnaître par leur signal qui est aussi bien en T1 qu'en T2, comme on avait vu pour la graisse sous-cutanée. Et puis pour la sclérose, ça va ressembler plutôt au signal des corticales osseuses. Donc ça va être un hyposignal sur toutes les séquences, aussi bien les séquences T1 que les séquences T2. Alors on passe à la principale pathologie qui peut toucher le rachis lombaire, qui est représentée par la pathologie dégénérative, qui est de loin la plus fréquente. Et donc l'atteinte peut intéresser soit le segment antérieur, essentiellement le disque et les plateaux vertébraux, soit encore l'arc postérieur, c'est-à-dire le massif articulaire et les ligaments interlamaires ou les ligaments jaunes. Alors, c'est déjà sur toujours un disque normal, donc ça va être en hypersignal T2 et ça va avoir une hauteur qui va jusqu'au 1/3 du corps vertébral sous-jacent. C'est la hauteur normale. Donc, à chaque fois qu'on a une diminution d'hauteur, ça signe un processus dégénératif qui commence. Sur la coupe axiale, la finesse de l'IRM est telle qu'on peut très bien faire la distinction entre l'annulus fibrosus, qui est un tissu fibreux, et donc qui va se présenter en hyposignal sur toutes les séquences, mais on étudie ça toujours sur les séquences T2, et entre le nucléus pulposus, ce qui est plutôt riche en liquide, et donc qui va se présenter en hypersignal T2. Et donc on voit bien qu'à chaque fois qu'on aura une fissuration de cet annulus fibrosus, ça va se manifester par une anomalie de signal focal en hypersignal T2, signant justement sa rupture focale. Alors la pathologie discale est malheureusement une pathologie qui est très fréquente, et donc dans des séries nécropsiques, on peut avoir jusqu'à 90% des sujets de plus de 50 ans qui ont des pathologies discales. Elle coûte, donc c'est un coût élevé pour donc, la santé publique. Et il faut savoir que vous savez déjà qu'un cinquième à un tiers des personnes qui ont déjà des hernies discales sont tout à fait asymptomatiques. Et donc 80% de cas, ces anomalies discales vont guérir spontanément sans recours à la chirurgie. Tout ça pour expliquer que l'IRM, comme vous avez bien dit, donc ce n'est pas un examen à demander de façon systématique. Et donc on va voir quand faut-il demander l'IRM, comment la réaliser dans ce cas particulier et quel sera son apport. Donc pour la question quand faut-il réaliser une IRM devant le mode d'entrée le plus fréquent pour l'exploration du rachis lombaire, qui est soit la lombalgie, soit la lombosciatique. Déjà en urgence devant un déficit moteur, devant une forme hyperalgie qui résiste à des antalgiques majeurs opiacés, ou devant un syndrome de la queue de cheval. Alors c'est des urgences qui vont nécessiter justement de savoir est-ce qu'on aura besoin d'un traitement chirurgical. Et puis également devant les drapeaux rouges que vous connaissez tous, qui sont essentiellement les terrains exposant à des fractures ostéoporotiques, l'infection, les rachiagies inflammatoires avec un syndrome inflammatoire biologique, les terrains néoplasiques avec des sujets de plus de 50 ans qui ont une altération de l'état général ou un amaigrissement
important, donc ce qui définit les lombalgies spécifiques. Sinon, pour la lombalgie commune, c'est devant une non-amélioration après 6 semaines d'évaluation clinique et thérapeutique bien conduite, ou encore lorsque la modalité thérapeutique choisie exige d'éliminer justement une lombalgie spécifique, notamment les infiltrations. Alors, comment réaliser donc cette IRM? On la réalise toujours, donc on aura besoin uniquement des séquences T2 vraies en sagittal et en axial, et puis des séquences T1. Alors l'injection, quand est-ce qu'il faut injecter dans le cadre de la pathologie dégénérative? C'est lorsqu'on a des forts doutes sur une hernie exclue et qu'on n'arrive pas à se prononcer sur cette pathologie, ou en post-opératoire, justement pour différencier des récidives hernières des cicatrices post-opératoires. Et quel résultat? Donc on va voir essentiellement la discopathie dégénérative, le débord discal, les fissures de l'annulus fibrosus, les différents types d'hernies et puis les modifications des plateaux vertébraux et de la moelle osseuse adjacente. Pour la discopathie dégénérative, ça commence en IRM comme ça. Donc vous aurez un remplacement du fibrocartilage central qui était essentiellement donc hydrique par du tissu fibreux, du tissu collagène. Et donc ceci va retentir immédiatement sur le signal de ce disque qui va sur le signal et sur la hauteur. Donc vous voyez ici un disque normal. Là vous avez un disque qui a diminué d'auteur. L'hypersignal central a disparu. Et sur les coupes axiale, on aura toujours donc ce débord du disque par rapport au plateau vertébral adjacent. Alors ensuite, on a le bombement discal global. C'est généralement un bombement qui dépasse 25% de la circonférence du disque pour faire la différence avec le bombement focal qui va constituer la hernie. Donc ce bombement peut être soit symétrique, soit asymétrique. Alors, on peut avoir également une fissure de l'annulus fibrosus, ce qui serait le primo movens de pas mal d'hernies discales. Donc, c'est justement cet hypersignal de T2 liquidien qui signe une déchirure de l'anneau fibreux, cette déchirure pouvant être soit concentrique, soit radiaire. Et en fonction de la localisation de la déchirure, le noyau central va migrer en sous-ligamentaire, soit en position neutre, soit qu'il va monter ou descendre en sous-ligamentaire. Et donc, là, c'est la mieux placée pour détecter cette déchirure de l'anneau, c'est les séquences T2 toujours. Et vous avez, après injection de produits de contraste, un rehaussement de ce défect focal. Alors ensuite, on passe aux hernies discales qui donc sont des protrusions de disque qui se fait de façon focale sur moins de 25% de la circonférence discale. Et on commence par les hernies intraspongieuses parce qu'elles aussi, elles peuvent être inflammatoires, œdémateuses et générer des lombalgies. Alors vous avez les hernies intraspongieuses ici, vous avez une séquence T1, une séquence T2 avec un hypersignal sur les deux, donc c'est un signal qui est graisseux. Alors c'est une forme chronique, généralement asymptomatique avec issue du disque au niveau du plateau vertébral supérieur et inférieur adjacent. Là nous avons une forme aiguë inflammatoire avec un œdème osseux qui accompagne cette hernie et c'est des malades qui sont algiques. Alors ensuite, on a la protrusion. Alors il y a eu une standardisation de la nomenclature des hernies discales de telle manière que chirurgiens, rhumatologues, médecins fonctionnels parlent toujours le même langage. Et donc là, on a la protrusion qui a une large base d'implantation. Donc là, quand on a une large base d'implantation, on parle de protrusion. C'est le cas ici. Vous avez un disque qui dépasse le mur postérieur de la vertèbre et sur la coupe transversale, un disque qui dépasse largement le pourtour du corps vertébral adjacent avec cette cassure de courbure en médian qui est plus large que épaisse dans le sens antéro-postérieur. Ici, vous avez une hernie à la fois foraminale et extraforaminale qui va combler une protrusion plutôt, qui va combler l'ensemble du foramen qui est toujours plus large que étroite. Ensuite, on parle d'extrusion. Alors, l'extrusion, ça signe qu'on a presque de façon certaine une rupture de l'annulus fibrosus avec issue carrément du noyau à travers ce défect. Et donc, on aura une distance antéro-postérieure qui est beaucoup plus grande que la base d'insertion. Et vous avez sur cette coupe axiale cette distance que vous voyez très longue. Et c'est des hernies qui sont généralement très compressives et qui peuvent générer des radiculalgies, voire paralysantes. Alors ensuite, on a la migration
migration et la séquestration. La migration étant, là vous avez une hernie donc normale, là vous avez une hernie qui a migré en sous-ligamentaire, soit dans le sens caudal, soit dans le sens crânial, et puis on peut avoir carrément une solution de continuité entre la hernie, entre le fragment hernier et le reste du noyau, et donc c'est ce que l'on appelle la séquestration ou l'extrusion. Alors, c'est justement l'intérêt de faire des coupes jointives et non pas uniquement des coupes au niveau du disque, parce que si on avait fait des coupes uniquement au niveau de ce disque, on n'aurait vu que cette image et on aurait pensé à une simple protrusion qui est toujours en rapport avec le noyau, alors que si on fait un paquet et qu'on descend plus en bas, on trouve que c'est une hernie qui migre beaucoup plus en bas. Alors là, on revient au rôle de quand on peut avoir besoin d'injecter du produit de contraste pour poser le diagnostic. Alors, comme vous voyez ici sur cette séquence T2 sagittale, nous avons un comblement du canal spinal par un matériel. On a un disque un peu diminué d'auteur avec un hyposignal de son noyau central et on ne sait pas vraiment ce qui se passe ici. Sur les coupes axiales, on a un fragment qui est donc dans la dure mère et puis qui comprime le sac dural. Et puis quand on injecte le produit de contraste et qu'on a cette prise de contraste caractéristique annulaire, on est sûr qu'on est dans le cadre d'une hernie exclue et non pas dans le cadre de tout autre processus, notamment tumoral. Alors pour l'IRM va permettre essentiellement de préciser le siège de la hernie et nous avons les hernies médianes qui sont les moins fréquentes. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce ligament vertébral postérieur qui va empêcher généralement l'hernie de se former à cet endroit. Et puis on a les hernies paramédianes ou postérolatérales. En tout cas, c'est des hernies qui sont juste avant le défilé disco-articulaire. C'est des hernies qui vont définir une radiculalgie vis-à-vis de la racine sous-jacente. On a les hernies foraminales en regard du massif articulaire comblant ce défilé, et puis les hernies extraforaminales qui doivent être signalées au chirurgien parce que au cas où elles sont symptomatiques, il devra aller les chercher assez loin. Alors ensuite, on a dans le sens sagittal, on peut également situer notre hernie si elle a une position plutôt neutre, une migration caudale ou une migration dans le sens plutôt céphalique. Alors bien sûr, on peut également grader la compression nerveuse, ce qui permettra de poser une indication thérapeutique. Et on a les hernies de grade 1 qui ne réalisent qu'un simple contact avec la racine. On a les hernies de grade 2 qui vont carrément refouler la racine en arrière, alors que là, on a une racine qui est normale. Et puis les hernies de grade 3 où l'on aura carrément une compression radiculaire avec une déformation, un refoulement et une déformation de la racine. Alors, on vient aux modifications des plateaux vertébraux et de la moelle osseuse au contact du processus hernière. Vous avez ici des modifications de type inflammatoire qui sont en hypersignal de T2 et en hyposignal T1, c'est-à-dire de l'œdème. Là, c'est des modifications qui vont également générer des lombalgies. Alors ensuite, on a la chronicité qui fait que donc, ce phénomène inflammatoire va être remplacé plutôt par de la graisse et donc vous aurez un hypersignal aussi bien sur les séquences T1 que sur les séquences T2 et à la longue ça va être remplacé par des phénomènes de sclérose. Le processus dégénératif qui va se continuer va entraîner une arthrose intersomatique et on est dans le modique 3. Alors on peut, comme on avait vu, avoir soit une atteinte de l'arc antérieur ou encore une atteinte de l'arc postérieur. Et dans l'arc postérieur, on a la sténose rachidienne, l'atteinte interapophysaire épineuse, l'atteinte des ligaments jaunes, les spondylolisthésis et le spondylolyse et les spondylolisthésis. Alors pour la sténose canalaire peut être soit constitutionnelle et là on aura une sténose canalaire qui va être étagée, donc qui va intéresser tous les étages, qui va généralement être asymptomatique au début et à chaque fois qu'on aura un processus, on aura un phénomène dégénératif qui est surajouté, on aura une décompensation de ce canal étroit et il va se rétrécir davantage et devenir symptomatique. Et donc là, on a un canal rétréci congénital. Par contre, on peut avoir un canal qui est initialement normal, qui est secondairement rétréci par différents processus dégénératifs associés. Alors, il peut s'agir soit d'un disque hernié, soit d'une hypertrophie du massif articulaire ou encore une hypertrophie du ligament jaune, toujours en réponse au phénomène mécanique d'hyperpression sur cette anatomie. Alors, la sténose canalaire va expliquer la douleur si elle dépasse 2 à 3 niveaux.
Alors ensuite, là vous avez la sténose qui peut être, on a dit, centrale, comme elle peut être également latérale, c'est-à-dire intéresser surtout le défilé disco-articulaire. Et là, ça va être causé soit par une hernie qui comble ce foramen, soit par une hypertrophie du massif articulaire. Et c'est ce que vous voyez ici avec les signes cardinaux de l'arthrose interapophysaire postérieure, un pincement de l'interligne, des géodes sous-chondrales, une hypertrophie avec des becs ostéophytiques qui peuvent pointer sur la racine et qui sont également intéressant à signaler pour le chirurgien parce qu'il peut faire une ablation partielle de ce massif articulaire. Et enfin, on peut avoir également un kyste arthrosynovial qui va comprimer la racine et qu'il va falloir signaler éventuellement pour qu'il le soit vidé. Alors l'arthrose interapophysaire postérieure, on a déjà parlé, donc parce qu'elle va causer justement cette sténose latérale avec les différents signes cardinaux. Alors ensuite, on a l'atteinte interépineuse postérieure ou la maladie de Baastrup. C'est généralement une hyperlordose lombaire qui va faire que les différentes apophyses épineuses vont se toucher et vont définir une bursite entre les différentes lames qu'on peut très bien voir sur les séquences T2 avec saturation de signal de graisse. Et on a ces apophyses épineuses qui présentent un hypersignal ou un œdème plutôt, et puis un hypersignal également entre les apophyses épineuses signant la bursite. C'est des pathologies qui peuvent être traitées éventuellement par infiltration. Ensuite, on a l'hypertrophie des ligaments jeunes qui, elle aussi, va entraîner un conflit avec les différents éléments du sac dural qui va être bien visible aussi bien sur les coupes parasagittales. Vous avez ici des ligaments jeunes qui sont normaux et là des ligaments jeunes hypertrophiés, et sur les coupes axiales, elles comblent plus de la moitié du diamètre du canal vertébral. Alors ensuite, il y a les spondylolyses, et les lyses ismiques étant souvent bilatérales, soit par un phénomène microtraumatique ou encore par des phénomènes dégénératifs arthrosiques. Et là, c'est surtout les séquences T1, comme on avait dit, c'est des séquences qui vont vous montrer beaucoup plus la morphologie, permettre d'étudier la structure osseuse. Vous avez ici un massif articulaire normal, le cou du massif articulaire étant normal, et là vous avez ce qu'on peut appeler une fracture de ce massif articulaire qu'on va très bien voir sur les coupes axiales également, sous forme d'une soi-disant articulation avec des berges qui sont très irrégulières, sclérosées et hypertrophiées. Le spondylolisthésis qui, lui, peut soit compliquer une spondylolyse ou encore être secondaire à une laxité des ligaments jeunes chez le sujet âgé. Là aussi, l'IRM est capable de visualiser ce spondylolisthésis, généralement en visualisant l'alignement des murs postérieurs des différentes vertèbres. Elle est également capable de le grader. Et donc, on divise la vertèbre par 4 et on a ici un grade 3. Ici un grade 4 où on a presque l'absence de confrontation entre la vertèbre L5 et S1. Alors, pour la pathologie infectieuse, l'IRM, c'est l'examen de choix. Donc, ça fait partie des drapeaux rouges dont on a parlé. Et donc, l'examen de choix, pourquoi? Essentiellement pour un diagnostic précoce des formes débutantes avant qu'elles ne deviennent destructrices, mais également pour les formes compliquées, pour faire un bilan lésionnel précis. Alors, maintenant, pour la spécificité du germe, donc on n'a pas vraiment de spécificité selon le germe par l'IRM. On a quelques signes qui nous permettent d'orienter un peu le diagnostic vers le germe, mais qui ne sont pas certains. Alors, les séquences qu'on va utiliser, ça va être les séquences de base, c'est-à-dire le T1, T2, le T2 STIR. Et puis là, on est obligé d'injecter tout en saturant le signal de graisse pour justement mettre en évidence ce qui serait ou sera, essentiellement pour pour explorer les parties molles adjacentes et l'espace épidural. Les plans qu'on va utiliser, c'est le plan sagittal et axial. Et là, on aura besoin également de rajouter le plan coronal, essentiellement pour voir l'extension en hauteur du processus infectieux ou des abcès paravertébraux. Alors, les différents modes d'inoculation sont soit l'hématogène, contiguïté ou inoculation directe, mais l'hématogène étant le plus fréquent. Donc, ce qui se passe sur le plan physiopathologique, c'est que les germes vont intégrer d'abord le plateau vertébral, ensuite ils vont intégrer le disque et ensuite vont passer au plateau vertébral sus-jacent. Et donc,
cette atteinte de 2 corps vertébraux et du disque est assez caractéristique justement de la pathologie infectieuse. Alors, ça va toucher beaucoup plus le rachis lombaire et la tuberculose et les staphylocoques sont les principaux pourvoyeurs dans notre contexte. Alors, l'IRM, donc on aura, comme on a dit, donc 2 vertèbres adjacentes qui sont touchées, plus une atteinte discale. En phase de début, nous aurons les phénomènes plutôt inflammatoires, donc c'est-à-dire de l'œdème, en hypersignal T2 STIR qui se rehausse après injection. Et puis on aura également l'abcès discal, donc cette collection au niveau du disque qui nous permet de poser le diagnostic positif. Et puis en phase d'état, on aura l'œdème et l'inflammation des 2 plateaux vertébraux adjacents parce qu'il y a donc une diffusion de l'infection vers le plateau sous-jacent, l'effacement des corticales des différents plateaux vertébraux, c'est un signe qui est très important pour faire la différence avec le modique où on a des corticales qui restent quand même conservées, contrairement à l'infection où on a une destruction massive qui fait qu'on aura un aspect flou des corticales. On aura également une augmentation d'auteur du disque, contrairement justement à la pathologie dégénérative ou le modique, où on a plutôt un pincement discal. Et donc, cette augmentation d'auteur de disque est expliquée par l'abcès discal. Et puis, malheureusement, à un stade tardif, on aura l'affaissement du disque et là, donc, ça peut poser problème diagnostic différentiel avec le modique, mais on aura d'autres signes essentiellement clinico-biologiques pour s'en sortir. Alors, vous avez ici une spondylodicite infectieuse avec l'atteinte de 2 vertèbres adjacentes, donc le plateau vertébral inférieur et supérieur. Vous avez cet aspect flou, on n'arrive plus à deviner la corticale osseuse et on a un disque qui est très épaissi. Alors, ce disque est en hypersignal T2, donc hétérogène en hypersignal T2. Et puis, on a un rehaussement carrément annulaire au niveau du disque, ici l'existence d'un abcès discal. Il y a également cette réaction inflammatoire des parties molles adjacentes et on a sur les coupes axiales, on individualise une collection qui reste contenue par le ligament vertébral antérieur, avec ici donc le peu et ici le rehaussement de la paroi de ce disque intervertébral. On a également une extension vers l'espace épidural, le postérieur. Alors, c'est les signes cardinaux d'une spondylodicite. Alors, l'IRM permet également de voir les extensions qui, au début, vont se faire en sous-ligamentaire. Donc, vous avez ce ligament vertébral antérieur qui est décollé en avant. Vous avez tous les signes cardinaux qu'on avait vus dans la spondylodicite, en plus de cet abcès, donc sous-ligamentaire, rehaussé de façon annulaire en périphérie, délimitant la collection centrale purulente. Sur les coupes axiales, toujours, cette spondylodicite avec extension épidurale. Alors là, nous avons un cas de post-opératoire donc pour montrer que sur les coupes coronales, donc on arrive à bien délimiter la hauteur de l'abcès pour justement savoir est-ce qu'on va prévoir, à côté du traitement médical, un drainage de ces collections. Alors, la sémiologie IRM, pour justement être très sensible, devra associer au mieux une inflammation des parties molles avec une prise de contraste, un disque qui est augmenté de taille et qui se rehausse après injection de produits de contraste, et puis l'effacement de la fonte intradiscale au stade l'effacement de la fonte intradiscale. Alors, si on associe l'ensemble de ces signes, on tombe sur une sensibilité assez élevée pour justement faire le diagnostic différentiel avec la pathologie, notamment dégénérative. Alors, pour le germe, comme on avait dit au début, l'IRM n'est pas bonne pour donner le germe, justement, donc on aura toujours besoin d'un prélèvement, hémoculture, CBE, etc. Sinon, ponction directe ou biopsie directe du processus disco-vertébral. Alors, par contre, on a quelques signes qui nous permettent quand même de dire peut-être que c'est une tuberculose, c'est essentiellement l'atteinte vertébrale complète, on aura une destruction massive de toute une vertèbre, l'atteinte pluriétagée qui dépasse 3 étages, le fait que ça fuse juste en dessous ligamentaire, que ça ne dépasse pas vraiment le ligament au début, et puis l'abcès qui a une paroi fine et lisse. Avouons que c'est des signes qui sont quand même subtils, donc surtout pour les 2 derniers. Et puis pour la brucellose, généralement on a la sérologie qui nous aide,
et puis au moment du diagnostic de la brucellose, on a déjà des constructions osseuses qui sont concomitantes à la destruction osseuse qu'on voit, qui peuvent nous orienter aussi le diagnostic. Et puis, est-ce qu'il faut faire une IRM pour vérifier la guérison? Malheureusement, l'IRM ne va s'améliorer que 15 semaines après l'amélioration clinique et biologique, et donc ça sera illusoire de demander une IRM si le patient va bien, mais sinon, on l'a fait en cas d'évolution défavorable pour voir est-ce qu'il y a toujours un foyer actif sur lequel on n'a pas agi par notre traitement. Alors ensuite, on passe à la pathologie inflammatoire. Et donc la pathologie inflammatoire, spondylarthrite, spondylarthropathie axiale ou spondylarthrite ankylosante, la prise en charge a été modifiée par les anti-TNF-alpha. Et là, on a besoin de poser le diagnostic non pas au stade où c'est positif à la radio standard, mais plutôt où c'est positif déjà à l'IRM, au stade d'inflammation, avant qu'il n'y ait de destruction massive et de reconstruction osseuse. Et là, l'IRM est vraiment sensible pour justement aider au diagnostic positif. Et donc, elle figure parmi les signes, essentiellement lorsqu'on a une SPA qui est séronégative. Ça permet un diagnostic précoce. Et sur le plan protocole, donc, on fait les sacro-iliaques plus le rachis dorso-lombaire. Des auteurs qui disent que si on a des sacro-iliaques qui sont positifs, c'est pas la peine de faire, mais il vaut toujours mieux associer les deux études. Alors, déjà, on fait des T2 STIR, donc justement pour mettre en évidence l'œdème osseux, et puis des séquences T1, essentiellement pour voir les constructions osseuses. On n'a pas besoin d'injecter dans la SPA, et puis pour les sacro-iliaques, ça va être les mêmes séquences, c'est-à-dire des T2 avec saturation de signal de graisse et des T1 en coupe axiale et en coupe coronale. Et donc les sites qui sont vraiment pathognomoniques de la pathologie sont représentés par les coins antérieurs et postérieurs des vertèbres, donc, et puis le plateau vertébral, les différents plateaux vertébraux, et ce qu'on cherche, c'est l'inflammation et l'œdème sous-chondral, c'est-à-dire l'hypersignal en T2 STIR. Après, il y aura des remaniements post-inflammatoires et on tombera sur les remaniements qui sont graisseux ou scléreux ou carrément sur des constructions osseuses avec fusion ankylose qu'on mettra beaucoup mieux en évidence par les séquences T1. Et donc, les signes à chercher sont la spondylite de Romanus, le Romanus inflammatoire, donc vous avez ici une séquence T2 et une séquence T2 avec saturation de signal de graisse. Vous avez cet œdème des coins antérieurs des vertèbres, alors que vous voyez, parce que vous avez saturé la graisse et qu'il est resté. Alors vous avez également un hyposignal sur les séquences T1, c'est ce que l'on appelle un Romanus inflammatoire, alors qu'on peut grader en fonction de son extension. Alors ensuite, on a le Romanus graisseux, c'est-à-dire ces coins qui sont en hypersignal sur les deux séquences. Alors, la spondylodicite aseptique d'Anderson, qu'on va visualiser sur les séquences T1 et T2, vous avez ici une spondylodicite qui est inflammatoire parce qu'elle est en hyposignal T1 et en hypersignal T2. Vous avez une petite sclérose du plateau sous-vertébral qui signe que c'est un processus qui est quand même chronique. Et vous avez le rehaussement du phénomène inflammatoire au niveau des plateaux vertébraux adjacents. Alors, pour poser le diagnostic de SPA, la recommandation, c'est d'avoir plus de 3 Romanus inflammatoires sur les séquences T2 STIR ou plus de 5 Romanus graisseux sur les séquences T1. Plus une spondylodicite, plus ou moins une spondylodicite d'Anderson. Alors tous les autres signes, c'est des signes qui ne sont pas inclus dans la définition de l'atteinte en IRM, mais qui vont aider au diagnostic. C'est l'arthrite, notamment interapophysaire postérieure. Vous avez ici les articulations interapophysaires postérieures sur une séquence T2 qui présente un œdème osseux en hypersignal T2. Vous avez également les anthésites ou l'atteinte ligamentaire, ces ligaments jeunes qui ici sont presque normaux et là sont en hypersignal T2, sinon de l'œdème. On a ici également l'inflammation du ligament interépineux postérieur.
Bien sûr, si on a une SPA, on ne va pas se suffire à explorer le rachis-Lambert. C'est toujours des séquences coronales et axiales T2 STIR sur les sacro-iliaques et T1 pour rechercher justement l'œdème. Et donc cet œdème, c'est bien codifié, cet œdème doit être visible soit sur 2 coupes successives, soit qu'on a 2 plages d'œdème sur une même coupe. Et donc si on n'a pas ces signes, c'est-à-dire les 3 romanus inflammatoires ou les 5 romanus graisseux et l'œdème sous-chondral sur 2 coupes successives ou bifocales sur une même coupe, on est devant une IRM douteuse. Et toute IRM douteuse est une IRM négative. Par contre, ce qui nous sauve, nous radiologues, c'est qu'une IRM négative n'élimine pas le diagnostic de SPA. Et donc, après, vous allez vous baser sur d'autres critères. Ensuite, on a la pathologie tumorale. Alors, je vais parler uniquement des métastases et du myélome multiple. Et les séquences obligatoires dans ce cas, c'est des T1 sagittales et des T2 avec suppression de signal de graisse, plus ou moins des coupes axiales qui sont ciblées sur les différents étages pathologiques. Optionnellement, on peut utiliser des T1 avec saturation de signal de graisse avant et après injection dans 2 plans orthogonaux, essentiellement pour voir l'extension du processus tumoral en endocanalaire ou aux parties molles, et également en cas d'association à des radiculalgies, et quand on a l'IRM qui n'explique pas ces radiculalgies pour rechercher les métastases leptoméningées. Et donc vous avez ici un exemple typique de métastases osseuses, alors qui sont évoquées devant l'atteinte multi-étagée, donc ils sont en hyposignal en T1, hypersignal en T2 STIR, et il se rehausse après injection de produits de contraste. Et vous avez donc, pour évoquer les métastases, la plurifocalité, l'atteinte ici du pédicule qui est donc hautement suggestif d'un processus malin, et puis les disques qui sont tout à fait intacts. Alors bien sûr, l'extension épidurale va vous orienter également vers un processus néoplasique. Ensuite, on a le myélome multiple. Dans le myélome multiple, l'IRM aussi entre dans les recommandations pour aider au diagnostic positif, donc par les critères de Dury+. Et donc, il rentre également dans la stadification et dans le suivi du myélome non sécrétant. Et ce que vous remarquez ici sur cette séquence T1, c'est que la spongiose osseuse des corps vertébraux est plutôt en hyposignal par rapport au disque, ce qui n'est pas normal. Elle devrait normalement être plutôt en hypersignal vu qu'elle est riche en graisse. Donc c'est une infiltration diffuse de la moelle osseuse. Confirme justement sur les séquences T2, donc par ces multiples anomalies de signal, donc qui se rehaussent après injection. Ici c'est une T1 avec injection de produits de contraste et on a le rehaussement. Et donc l'atteinte diffuse ou focale qui peut être micronodulaire qui réalise cet aspect poivre et sel en hypo T1 rehaussé après injection et en hyper T2 va également faire penser au diagnostic. Alors enfin, nous avons toujours le dernier drapeau rouge qui est représenté par la suspicion de fracture ou de tassement ostéoporotique, notamment chez des sujets âgés, chez des femmes ménopausées ou corticoïdes au long cours, etc. Alors l'IRM, donc là, elle va nous montrer donc, les signes cardinaux d'une fracture ostéoporotique. Alors nous allons montrer cet exemple où vous avez donc un tassement. Donc le tassement est généralement minime par rapport au tassement malin. Vous voyez sur la séquence T1 un trait donc, qui passe dans le corps vertébral en hyposignal T1 qui signe la fracture. Et puis sur les séquences T1 avec saturation de signal de graisse, vous pouvez avoir, et injection, vous pouvez avoir le rehaussement de votre vertèbre fracturée, tassée. Alors il y a quand même des signes négatifs qui doivent obligatoirement figurer dans cette sémiologie pour que l'on retienne ce diagnostic. L'absence de bombement du mur postérieur, donc dans les fractures ostéoporotiques, nous avons plutôt une fracture du coin postéro-supérieur qui va faire saillie dans le canal spinal, contrairement aux tassements qui sont néoplasiques où l'on aura un bombement du corps vertébral. Bien sûr également l'absence de lise ou d'effacement des corticales et puis l'absence d'atteinte pédiculaire ou des arcs postérieurs et l'absence d'extension épidurale ou aux parties molles. Là pour le montrer, vous avez un tassement qui est de nature néoplasique avec un bombement du mur postérieur. Remarquez qu'ici le disque est normal et donc le corps vertébral est tassé à plus de 50% avec bombement de son mur hypersignal et ici
ici, sur la coupe axiale, vous avez l'extension épidurale postérieure qu'on ne devrait pas tolérer dans un tassement de nature ostéoporotique. Donc, pour conclure, l'IRM, c'est une technique qui est dotée d'une grande sensibilité, donc capable de détecter donc, la plupart des processus qui vont toucher le rachis, qu'ils soient dégénératifs, inflammatoires, infectieux ou tumoraux. La sémiologie IRM n'est pas basée sur le signal, comme vous avez pu remarquer. Donc tous les processus sont on retrouve dans tous les types de pathologies, de l'œdème, de la graisse, de la sclérose, donc ils vont se répéter sur toutes les pathologies, mais c'est la répartition anatomique, c'est l'association lésionnelle qui va nous permettre de pencher vers un diagnostic ou un autre. Et puis, bien sûr, la corrélation avec la clinique et la biologie est toujours indispensable. Merci.